Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, il est 19 h, nous sommes le lundi 25 août, ravis de vous retrouver. Le président du Conseil général nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité et justement voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, cette question, quelle perspective d'avenir et quel bilan suite à la visite présidentielle ? La gauche salue la position ferme de la France et les annonces faites. La droite parle de visite de courtoisie. En attendant, on a pu voir l'étendue du chantier qu'il reste à finaliser sur le 101e département. On fait le point. Nouvelle agression au cœur de Mamoudzou. Une serveuse écope de 10 jours d'ITT après avoir été prise à partie par un groupe alors qu'elle finissait son service. Des adolescents âgés de 10 à 18 ans, le phénomène inquiète, il se propage. De plus en plus de groupes squattent le front de mer et se montrent agressifs, voire violents. Et puis ça y est, la mairie s'attaque aux déchets qui jonchent les rues du chef-lieu de l'île et pour ce faire, un projet de recrutement de 48 agents chargés de nettoyer tous les villages du chef-lieu est en cours. Ce matin, nos équipes ont pu filmer ce que les Mamoudziens pourraient voir tous les matins d'ici à quelques semaines. Et l'actualité est bien évidemment dominée par cette visite du président de la République dans la zone océan Indien. Après la Réunion et Mayotte, François Hollande s'est rendu au 4e sommet de la Commission océan Indien. Et si la question de Mayotte française a été furtivement abordée, il a surtout été question de l'économie bleue. Shakila Issouf et Leslie Vimenet. L'hymne de la Commission de l'océan Indien caractérise la volonté des peuples de l'India-Océanie à collaborer afin d'améliorer le quotidien des populations les plus vulnérables. Les enjeux de la COI sont encore loin d'être atteints. Les richesses du lagon pourraient être le moyen de faire développer les îles de l'océan Indien. L'ensemble des participants du 4e sommet semblent être convaincus du bien fondé des discussions. À chaque fois, on disait toujours qu'ils n'évoquaient pas la question. Cette fois-ci, c'est bien évoqué. Nous espérons que les résultats seront au moins encourageants. Si on met les deux parties se mettent ensemble pour en discuter. Nous attendons au moins que le principe de la libre circulation des personnes et des biens, et tout ça, tout ce qui est évoqué là, trouve des solutions au moins satisfaisantes. Malaysia mwana nsielo ambado msomo wo mwana watu wa mwangali wo mwana asome fete beni nsielo ambejitadia lazima nirifanye lerlawe har matambu de msomo wo mwana. Liés géographiquement, historiquement et culturellement, Maurice, les Seychelles, les Comores, Madagascar et la France parlent aujourd'hui d'exploiter les richesses du lagon pour développer les îles en permettant aux populations de trouver chez eux tout ce dont ils ont besoin. Voilà l'objectif visé. Aujourd'hui, beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de transport, beaucoup plus de développement. Et puis nous découvrons aussi ce que la mer peut offrir comme ressources. Je ne parle pas simplement du tourisme, qui est néanmoins un levier de développement. Je ne parle pas simplement de la pêche. Je parle aussi des ressources naturelles que nous pouvons puiser dans la mer et dans l'océan Indien. Il y a beaucoup d'espoir sur des gisements que nous pouvons exploiter non loin des côtes comoriennes. Il y a beaucoup aussi de technologies nouvelles que nous pouvons valoriser, utiliser pour tirer de la mer des richesses nouvelles sans mettre en cause l'environnement. L'important est aujourd'hui pour les 5 chefs d'État d'améliorer la connectivité globale de la région au niveau maritime, du commerce et aérien, déterminante pour le tourisme et pour le développement économique des îles de l'océan Indien. À l'image des populations des îles, le développement de cette COI est annonciatrice de ce monde qui change et qui se mélange. Et puis après l'euphorie de la visite, place au bilan, mitigé pour certains, positif pour d'autres. François Hollande a annoncé quelques mesures d'importance concernant la santé et l'éducation à Mayotte. Et même si ce n'est pas assez pour beaucoup, il s'agirait néanmoins d'un premier pas engagé vers le pacte de départementalisation. On fait le point. Depuis mai 2012, le gouvernement s'emploie à donner un contenu concret à la départementalisation et son bilan est déjà fourni.
Plus d'une vingtaine d'ordonnances ont été publiées dans de nombreux domaines pour approcher Mayotte du droit commun. Voilà l'entame de l'allocution du président de la République. Revalorisation du CSA de 50%, alignement sur le droit commun des allocations logement, création d'un régime de solidarité pour l'indemnisation des chômeurs en fin de droit, autant d'avancées pour le 101e département, rappelé par le président François Hollande. Tiens de la visite du président, une visite symbolique. Il nous avait dit qu'il allait revenir. C'est quelque chose de très positif. Après, il est venu. Jusqu'à présent, il n'a pas failli. Il n'avait pas dit qu'il allait venir parce qu'il a fait une prison. D'autres annonces ont été faites comme un plan en faveur des mineurs isolés ou encore un futur plan d'urgence en faveur de la jeunesse. Sans oublier ces dotations de la CAF venant en appui de la réforme des rythmes scolaires débloqués pour Mayotte. On a vu un président de la République qui est allé visiter finalement tout ce que Nicolas Sarkozy a fait ici à Mayotte, le BSMA, qui a eu un soutien fort du gouvernement de François Fillon, un président de la République qui a inauguré l'aérogare, qui a été fait grâce à Nicolas Sarkozy, un président de la République qui est allé discuter, qui est allé parlementer avec les élus locaux dans le centre universitaire de Dembéni, qui a été promise et réalisée par le précédent président de la République, Nicolas Sarkozy. À noter également la création d'une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers qui améliorera l'attractivité du centre hospitalier de Mayotte. Si le bilan de la visite du président de la République n'apparaît pas faraminé en termes d'annonces nouvelles, le secteur de la santé, lui, n'a pas été oublié. Il a clairement indiqué que l'État s'engagerait donc à nos côtés, ce qui fait qu'en additionnant la subvention européenne qu'on escompte peut-être pour l'automne prochain et le financement État, il restera évidemment un certain montant en emprunt, mais ça devrait effectivement pouvoir se faire comme il est annoncé pour fin 2018, sachant qu'on a déjà bien avancé sur ce projet. Beaucoup d'autres avancées sont à venir dans les prochains mois avec le document stratégique Mayotte 2025. L'engouement suscité par la visite de François Hollande n'aura donc pas été aveugle. Mayotte a profité en 2 ans et demi de plus de mesures sociales que ces 20 dernières années. Et puis après l'engouement, place maintenant aux mécontents, ceux qui ne se sont pas déplacés pour saluer le chef de l'État, à l'instar de la présidente de l'association Dailia Haki Zamaoré, Fauzia Kordi. Pour elle, une question essentielle a complètement été occultée, celle du foncier. On l'écoute. Quand le président est venu, qui était en campagne à Mayotte et qui était venu à Mayotte, je l'ai interpellé personnellement et je lui ai parlé de nos terres qui a été volée par l'État français. Et j'avais justement utilisé ce terme. C'est que c'est des terres qui nous appartiennent depuis des générations en génération, qu'on nous demande aujourd'hui de les acheter. Et jusqu'à là, depuis son élection et jusqu'à aujourd'hui, j'ai interpellé pas mal de ministres, dont Mme Paul-Angevin, Mme Toubira. Je veux que nos terres soient restituées. On ne nous entend pas, c'est comme si on n'avait aucun droit. Je me retourne vers vous, Daniel Zaidani, avec cette première question. Est-ce que le foncier a été oublié vraiment, ou alors n'était-ce pas le débat du jour ? Nous sommes en droit effectivement de comprendre la position de Mme Fauzia Kordi, d'autant plus que, à sa demande et en qualité de président du Conseil général, j'avais remis en main propre un document de travail sur le foncier à l'ancien ministre des Outre-mer, à savoir Victorin Lurel. Donc je pense qu'effectivement, sur cette question-là, à ce jour, nous pouvons considérer que les informations et les particularismes que nous connaissons sur le territoire de Mayotte sont connus du gouvernement, et il est vrai qu'il aurait été appréciable d'avoir une réponse appropriée compte tenu de l'enjeu de ce dossier. Est-ce qu'il a été convaincant, François Hollande ? Je dirais que la visite de François Hollande a fait du bien, parce qu'il a fait preuve d'une très grande intelligence à chaque fois qu'il prenait la parole. Il a réussi à rassembler les hommes, surtout il a évité de les diviser ou à les monter les uns contre les autres, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Et je dirais qu'en même temps, il a permis aussi de clarifier
un certain nombre de positions que pouvaient avoir les services ici de l'État qui n'étaient pas forcément en accord avec les propos que nous avons pu entendre de la part du président de la République. Il a beaucoup insisté sur la formation des jeunes et la nécessité de donner une impulsion nouvelle. Donc forcément, ça va nous donner la possibilité à nous, Conseil général, d'être beaucoup plus offensifs dans ces domaines-là, notamment de réclamer comme à La Réunion, puisque je rappelle qu'une annonce forte a été faite lors de son déplacement à La Réunion, avec notamment les emplois d'avenir qui ont vocation à sortir de la précarité les jeunes les plus défavorisés ayant moins de 25 ans et qui sont à la recherche d'emploi, puisque l'aide de l'État passe de 75% à 90% seulement à La Réunion, pour la simple et bonne raison que le chômage y est élevé. Alors que nous savons depuis le début de l'année dernière que le chômage est le plus élevé se trouve à Mayotte et les jeunes à Mayotte doivent être plus aidés qu'ailleurs. Donc moi je pense que des perspectives nouvelles vont s'ouvrir. Je rappelle également que dans ces annonces, il manquait effectivement quelque chose d'important et c'est là où on peut comprendre le mécontentement, notamment sur le domaine des précisions en termes de mise en place des nouveaux dispositifs. On nous a parlé de la CMU, mais nous n'avons pas eu clairement de date précise sur sa mise en place. On nous a parlé de dispositifs égalitaires qui nous rapprocheraient du droit commun. Et bien évidemment, là-dessus, on ne nous a pas parlé non plus de date, ni de rendez-vous, ni de début de travaux, de réflexion. Donc je crois qu'il y a maintenant... un bilan en demi-teinte. Donc c'est un bilan en demi-teinte qui nécessite d'aller plus loin que la simple intervention. Mais maintenant, nous connaissons la position du président qui nous permettra de mieux orienter avec nos interlocuteurs que nous avons localement. Alors nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques minutes plus précisément. Dans l'actualité également, cette agression survenue hier soir aux abords du front de mer de Mamoudzou. Une jeune serveuse agressée alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle. Elle quittait en effet le travail aux alentours de 23h. Elle a été sauvagement agressée par une dizaine de jeunes. Son employeur dénonce aujourd'hui le climat délétère qui s'installe. Camille Leca. Le front de mer, ses barges, ses cafés, mais aussi ses bandes de jeunes délinquants qui rôdent. Le café du Camion Rouge a été victime hier soir vers 23h d'une nouvelle agression. À la fermeture, une serveuse a été prise à partie et rouée de coups en tentant d'échapper à ses agresseurs, 10 jeunes âgés de 10 à 18 ans. Le co-gérant, excédé, a tenu à témoigner. C'est vrai que, comme je dis, le sentiment humain veut qu'on les prenne souvent en pitié, qu'on leur donne à manger, qu'on leur donne de l'argent. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de les voir comme des enfants. Quand on agit comme un adulte, il faut être prêt à assumer les conséquences d'un adulte, quoi. Et si le climat d'insécurité perdure, c'est que la police reste impuissante face à ces jeunes mineurs. Une fois interpellés, ils sont aussitôt relâchés sans aucun suivi judiciaire ou socio-éducatif. Au 5-5, autre café connu du front de mer, on ne tient pas pour autant à s'alarmer. En général, la population est mobilisée et je dirais solidaire par rapport à la personne agressée. Et 9 fois sur 10, je dirais, ils arrivent à rattraper le voleur. Mais ça reste heureusement, et j'espère que ça va durer, je dirais pas bon enfant, mais disons sans violence. La victime de l'agression d'hier soir souhaite quant à elle porter plainte. Après une nuit passée à l'hôpital, son interruption temporaire de travail devrait même dépasser les 10 jours. Alors, le président de la République a parlé d'un plan d'urgence en faveur de la jeunesse. Il a également été question de mineurs isolés. Ici, on est clairement dans un cas de figure où, on va dire, on retrouve toute la problématique qui subsiste à Mayotte, encore une fois, sur cette question des mineurs isolés. La situation de Mayotte peut être considérée comme atypique, explosif, et mérite des solutions exceptionnelles qui doivent être déployées sur le territoire. Le Conseil général, qui a une compétence sur le suivi des mineurs en danger, isolés, suit chaque année plus de 300 jeunes, dont 200 de manière permanente. Nous avons 77 familles d'accueil pour cela. Et il est vrai que la dimension des 6000 mineurs isolés se trouvant sur le territoire, pour notre part, est la résultante directe de la politique de lutte contre l'immigration clandestine qui est menée depuis plus de 10 ans. Ce sont des chiffres officiels. Il y en a peut-être beaucoup plus. Oui, non. L'estimation qui a été faite par de 3000, mais aujourd'hui, vous avez les associations, vous parlent de 5, voire 6000 et peut-être beaucoup plus. Ce qui est certain, c'est que nous avons à ce jour 15 000 reconduites à la frontière. Près de 200 000 ont été reconduites à la frontière ces 10 dernières années. Forcément, il y a automatiquement un impact négatif sur la structuration des familles et donc des enfants se retrouvent seuls en errant sur le territoire. Cette situation est exceptionnelle. Elle n'existe nulle part ailleurs en France. Donc, de ce fait, nous devons maintenant
accompagner le Conseil général pour qu'elle puisse avoir les moyens de répondre à cette mission. C'est ce que font certaines associations aujourd'hui, comme Tama, comme Solidarité Mayotte, mais cela ne suffit pas parce que même en mobilisant ces associations, on n'y arrivera pas. Il nous faut un budget exceptionnel pour endiguer ce flux. Et puis je rappelle quand même, parce que là c'est une agression qui est grave et qui mérite, il ne s'agit pas simplement d'augmenter, parce qu'on pourrait dire qu'il suffit d'augmenter le nombre de forces de l'ordre dans les rues pour régler le problème. Moi je ne le crois pas. Je crois profondément que la coopération régionale est un facteur important qui nous permettra de stopper déjà le flux des Comores vers Mayotte, puisque vous savez que nous avons un flux important chaque année d'immigrés qui rentrent sur le territoire et qui n'est pas contrôlé. Est-ce qu'on a assez parlé de la sécurité, justement? Non, on n'a pas assez parlé de la sécurité, justement, et surtout de la sécurité sanitaire. Parce que moi, je vous rappelle néanmoins que nous savons que Mayotte est devenue une porte d'entrée au reste du monde et que sur le continent africain sévit actuellement un virus extrêmement grave, Ebola, qui a déjà tué près de 1400 personnes. Alors, comme nous savons que 15 000, 20 000 personnes rentrent chaque année à Mayotte sans contrôle sanitaire, sans aucune information sur l'origine précise de ces personnes, on est en droit de s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, c'est un danger réel qui est aux portes de Mayotte. Est-ce que vous êtes entretenu avec les conseillers du président, avec le président lui-même, et qu'en est-il ressorti de ces discussions? Alors, pour notre part, avant la visite du président, un certain nombre de dossiers avaient été transmis auprès de différents ministères et de la présidence sur ces questions-là, sur les questions sanitaires, sur les questions de la formation, sur les questions du développement. Et puis je rappelle que vous avez pu constater que l'architecture même de la déclaration du président de la République reposait sur la projection de Mayotte 2025, et à ce titre nous avions déjà transmis les orientations sur lesquelles nous souhaitions avoir une évolution rapide. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous ai dit, un cap a été donné par le président de la République, il appartient aujourd'hui de le faire. Je regrette simplement que ce cap n'avait pas été donné dès 2012, puisque on serait déjà beaucoup plus loin aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On en vient maintenant à ce mouvement illimité qui s'annonce. Les enseignants du premier degré ne veulent pas de la réforme des rythmes scolaires à Mayotte. Dans l'état actuel des choses, pas de salle de classe, peu d'animateurs et peu de personnel qualifié. Le rendez-vous est donné dès demain, Camille Leca. Jour de rentrée scolaire rimera avec jour de grève demain pour les écoles primaires et maternelles. En cause, l'entrée en vigueur des nouveaux rythmes scolaires dans les communes de l'île. Du côté du SNUPP, le problème n'est pas la réforme en soi, mais ses conditions d'application. À Mayotte, on souhaite que les rythmes au niveau national y soient étendus. Seulement, nous n'avons pas aujourd'hui les conditions pour une mise en œuvre immédiate. Nous avons vu que dans les communes de Bandrabois et Mtsamboro, où ça a été mis en œuvre depuis l'année dernière, les effets escomptés n'ont pas été au rendez-vous. Donc nous disons qu'il faut dans un premier temps que les conditions soient réunies et très rapidement pour basculer, pour appliquer ces rythmes-là. Et les conditions à remplir sont nombreuses: résorber le déficit des classes, mettre les écoles aux normes, construire des cantines scolaires ou encore recruter du personnel qualifié pour encadrer les activités périscolaires. Rappelons qu'à Mayotte, 80% des écoles ne sont pas aux normes de sécurité et qu'il manque encore 500 classes dans le premier degré. Un état des lieux désastreux que les nouveaux rythmes scolaires ne feraient qu'aggraver, selon le responsable syndical. Parce que si Mme Paul Angevin regrettait en tant que ministre de la réussite éducative au mois de février, regrettait que 40% du temps scolaire était perdu pour les enfants, et bien là, ce ne sera pas 40%, mais 60% qui seront gâchés à cause de ces rythmes mis en œuvre sans les conditions. Malgré les réticences, le vice-rectorat a lui confirmé sa volonté d'appliquer la réforme dès la rentrée. Seules les écoles en rotation pourront bénéficier d'une dérogation. Les grévistes sont donc attendus demain à 7h30 sur le parking du vice-rectorat. La réforme des rythmes scolaires, une chance pour Mayotte? Mais bien évidemment. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le rythme scolaire. Le rythme scolaire, c'est accompagner au-delà de l'éducation les enfants à apprendre à se développer, à avoir des activités sportives, à avoir des activités culturelles, éventuellement pédagogiques, à réviser également leurs devoirs. Mais c'est clair que la mise en place des rythmes scolaires nécessite que l'enfant n'ait plus, comme on a aujourd'hui, des cours
le matin exclusivement ou l'après-midi. Il faut qu'on rentre dans la normalité et que les cours s'étalent du matin à l'après-midi et qu'on ait ainsi le même nombre d'heures d'enseignement à Mayotte qu'en métropole. C'est fondamental. Ce qui est dénoncé par le secrétaire départemental du SNIPP, c'est bien évidemment le manque de salles de classe, le manque de personnel qualifié, le manque de moyens tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si nous les élus de Mayotte, nous étions tous d'accord pour qu'on mette en place sur ce territoire une départementalisation, c'est pour qu'on normalise nos administrations. Et la normalisation de nos administrations, comme celle de l'éducation, passe forcément par des moyens pour que nos écoles soient au même niveau que celles de la métropole. Il est important aujourd'hui qu'on ait la possibilité de recruter des acteurs pour être des animateurs. Est-ce que cela est prévu? Est-ce que des enveloppes ont été prévues par le gouvernement? Est-ce que des dotations spécifiques ont été prévues? Si nous voulons mettre en place réellement on va revenir dessus, je pense, puisque le président de la République avait viralement rappelé que des fonds étaient mis en place et qu'ils n'étaient pas utilisés, que les élus n'utilisaient pas ces fonds. Écoutez, alors soyons très précis. Quels élus? Ce n'est pas le Conseil général, parce qu'au niveau du Conseil général, nous consommons tous les fonds et nous en réclamons plus. Si aujourd'hui, il y a eu des retards, et cela peut toujours être avéré, c'est d'abord une question liée aux constructions scolaires. Donc, vous le savez, les constructions scolaires, c'est des cahiers des charges, c'est par rapport à des dossiers que vous montez, mais ça n'a rien à voir avec la volonté des élus de faire ou de ne pas faire. Est-ce qu'aujourd'hui, les municipalités mahoraises, est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités en charge des constructions scolaires ont tous les techniciens requis pour pouvoir construire? Moi, pour ma part, je reste convaincu que la meilleure manière de pouvoir accompagner ce développement, c'est de structurer les structures pour qu'elles puissent faire ces constructions-là. Le SMIAM, à mon sens, était la structure la plus appropriée. Nous avons tous entendu les propos du président de la République, actant la fin du SMIAM, qui avait déjà été écrit par le préfet il y a au début du mois d'août, quand tout le monde est en vacances, notamment. Mais je constate simplement que moi, mon inquiétude, au-delà du manque de salles de classe, est-ce que demain, nous aurons des artisans qui construiront les nouvelles classes de classe? Parce que la préoccupation d'un élu, c'est de se rendre compte que lorsque vous exercez sur un territoire et que plus de 50% de la population est en situation d'inactivité, c'est un scandale de ne pas mettre les moyens d'avoir de la collation, d'avoir des rythmes scolaires et d'avoir des constructions, alors que quand on sait qu'on a besoin de 600 classes, aujourd'hui nous avons des enveloppes de 10 millions d'euros qui ne permettraient potentiellement d'en construire que 5. Donc les déclarations sont erronées. Moi je dis les déclarations comme quoi les fonds sont là mais ne sont pas utilisés sont erronées. Moi je dis, président de la République. Je dis que l'information elle n'est pas appropriée. 10 millions d'euros pour construire 600 classes, ce n'est pas possible. S'il y a eu des retards qui ont été pris dans les premières classes à construire, cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas mettre l'enveloppe appropriée pour réaliser les 600 classes. Si nous voulons réaliser les 600 classes, nous avons besoin de 140 millions d'euros. Aujourd'hui, on nous parle simplement de 10 millions d'euros. Voilà ce que nous dénonçons. Il est 19h24, l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité. En bref, dans votre journal. Samedi en fin d'après-midi, l'entrepôt du magasin Hyper Discount a été attaqué par une bande de jeunes. C'est un agent de sécurité qui a remarqué le groupe grâce aux caméras de surveillance. L'homme a alors appelé du renfort, mais les jeunes positionnés sur des conteneurs ont commencé à caillasser les agents de sécurité. L'un d'entre eux a été blessé et le temps que les fonctionnaires de police arrivent sur place, la petite bande s'était enfuie. Quelques minutes plus tard, une voiture de police a été caillassée à hauteur des locaux de la Moussada. Dans le week-end également, la poste de Kawini a dû faire face à de nombreuses tentatives de cambriolage. 7 journalistes du groupe Soma Presse sont toujours en grève. Les salariés du groupe éditant Mayotte Hebdo et Flash Info avaient informé mercredi de leur mouvement. En cause, les difficultés financières que rencontre l'entreprise, aujourd'hui contrainte de procéder à des licenciements. Un rendez-vous était programmé jeudi avec la direction pour tenter de sortir au plus vite du conflit, sans résultat. Pour mémoire, un plan de licenciement est envisagé dès le mois de mai avec une baisse de salaire de 20% demandée à l'ensemble du personnel, soit 26 personnes et ce sur une période de 6 mois. Un cahier, un crayon avec les enfants de Mayotte, c'est le titre de la nouvelle campagne nationale de l'association Solidarité Laïque qui consacre sa rentrée solidaire au 101e département français. Ainsi, du 2 septembre au 19 décembre 2014, tous les enfants de France sont conviés à y participer
Plusieurs actions sont possibles, offrir des cahiers de petit format de moins de 92 pages, des stylets noirs et bleus, des crayons de couleur, des ardoises à créer, du matériel de géométrie. Il est également possible de faire un don financier. Solidarité laïque encourage l'achat de matériel recyclable. Dans son projet, l'association explique les difficultés que rencontrent la plupart des enfants du 101e département pour fréquenter l'école. Une réalité, même s'il apparaît toujours effrayant de voir qu'un tel geste de solidarité puisse se diriger vers un département français au même titre qu'un pays du tiers-monde. Mamoudzou propre, et ce avant la fin de l'année. Voilà l'objectif de la nouvelle équipe en place. À ce titre, une quarantaine de personnes devraient être recrutées prochainement. Shakil Essouf les a rencontrées. Munis de gants, de balais à gazon et de sacs poubelles, depuis le début du mois, le CCAS du chef-lieu a pour projet de recruter 48 personnes pour assurer le nettoyage de l'ensemble des rues et des villages de la commune. Bonne nouvelle pour les Mamoudiens qui, ce matin, découvraient avec satisfaction leur rue balayée. Avant, on ne trouvait que des déchets par terre. Et là, vu que la mairie emploie des gens pour nettoyer, c'est un beau changement. À partir du 29 août 2014, les agents chargés du nettoyage signeront leur contrat. Pour la plupart chômeurs, ces emplois représentent le début d'une nouvelle vie. La nouvelle équipe souhaite par cette initiative être plus proche de sa population et ainsi sensibiliser les villageois sur l'importance de respecter leur environnement. On a trouvé qu'il était quand même tout à fait normal que nos administrés puissent aussi avoir des quartiers propres. Donc ce sera des agents en CDD, 5 mois renouvelables. Et par la suite, on va tout faire pour pouvoir les intégrer dans ce qu'on va créer, à savoir la police environnementale. L'image et l'accueil du chef-lieu restent importants pour la majorité des membres de la nouvelle équipe municipale. Le projet de lutte contre les déchets semble aujourd'hui bien entamé. Reste à savoir si la population saura adopter un nouveau comportement face à la nature. Rapidement, l'environnement, l'un des grands enjeux de Mayotte. Le président de la République l'a rappelé à l'entreprise. Non, il est clair que l'environnement est un facteur extrêmement important demain pour Mayotte. Nous sommes dans un écosystème fragile, petit. Il est nécessaire de pouvoir assurer et de garantir l'avenir pour les prochaines générations. C'est la raison pour laquelle le Conseil général s'est inscrit dans la démarche de voir demain le lagon de Mayotte devenir patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Déception lorsqu'on ne parle plus de pistes longues ? Je pense que la messe avait été dite il y a déjà 3 ans à l'arrivée de ce gouvernement, 2 ans plutôt à l'arrivée de ce gouvernement. La commission 21 s'est prononcée, a reporté la piste longue jusqu'en 2050. J'espère maintenant que les contraintes de l'Union européenne conduira à ce qu'on puisse rajouter 500 mètres sur la piste actuelle. Mais bon, cela ne se fera pas avant 2020. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo suivie du journal en maoré et du temps de parole du député Ibrahim Aboubakar. Allez, bonne soirée à tous. Kwahiri.